Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, avec des étoiles plein les oreilles et des idées qui pétillent pour vous emmener vers de nouveaux territoires. Vous êtes les premiers promoteurs de La Boussole et je vous remercie pour votre écoute du podcast. Pour rendre visible La Boussole, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez au podcast une note 5 étoiles et laissez un commentaire. En cette période de rentrée, je vous propose de partir à la rencontre de Marianne Joly, cofondatrice de Corneille, une application qui accompagne l'apprentissage de la lecture. Avec Marianne, nous avons parlé de lecture, de pédagogie, de levée de fonds, d'EdTech et des histoires que nous lisons le soir avec nos enfants. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Corneille, ainsi que toutes les personnes et initiatives citées pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Marianne. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Je suis d'autant plus heureuse de te recevoir pour cette 3e saison que tu as lancée avec Anna, la cofondatrice de Corneille, une application qui rend la lecture ludique et qui accompagne les enfants dans l'apprentissage de la lecture. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc je suis ravie de te recevoir pour qu'on puisse en parler ensemble. Et ce que je te propose d'abord, c'est peut-être de te présenter, si tu veux bien. Ouais. Alors, tu veux tout savoir? Tout savoir, tout ce que tu peux nous dire. Tout ce que je peux dire, voilà. Donc, je m'appelle Marianne Joly. Moi aussi, je suis passionnée de lecture depuis tout le temps. Je crois que c'est ce que j'ai toujours voulu travailler avec les livres. En fait, c'était une évidence depuis que j'étais toute petite. J'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps chez ma maman un livre que j'avais fabriqué quand j'avais 5 ans. Et elle m'a dit « Ah tu vois, t'es pas devenue éditeur pour rien. » Mais en tout cas, les livres m'ont porté toute ma vie. J'étais une grande lectrice quand j'étais petite, quand j'étais ado, quand j'étais adulte un peu moins parce que c'est devenu mon métier, donc j'ai moins lu pour le plaisir. Ouais. Donc j'ai suivi un parcours très classique de littéraire. J'ai fait une prépa littéraire. J'étais à la fac de lettres modernes. D'accord. Et je me suis spécialisée après en édition. Et puis en édition jeunesse particulièrement, parce que c'était ce que j'avais envie de faire. Je trouvais que c'était le plus créatif au niveau du texte, de l'image. C'était ce qui me parlait le plus, on va dire. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans des maisons d'édition, puis à mon compte, mais toujours en jeunesse. Et puis après, je suis allée un petit peu vivre aux États-Unis, comme tu le sais. Oui. Et j'ai continué là-bas à travailler un petit peu pour la France en édition. Et D'accord. Surtout, j'ai enseigné le français dans des alliances françaises, dans les 2 États où j'ai vécu. Donc là, j'ai eu cette expérience avec l'enseignement que j'avais déjà un petit peu eu en France, que j'avais enseigné le français langue étrangère à un public de migrants. D'accord. Mais c'était un public d'adultes, pas du tout le même public. Donc là, j'ai enseigné à des enfants. Et j'ai vu toute la complexité et en même temps toute la magie d'enseigner à des petits, donc le français comme langue étrangère. D'accord. Et en revenant, donc avec Anna, mon associée, on a créé Corneille, donc qui est une application d'apprentissage de la lecture ludique et interactive. Ok. Et si on peut revenir un petit peu sur ton séjour aux États-Unis, donc c'était à Houston, je crois, et puis après à Washington. Qu'est-ce que tu retiens aussi parce qu'on parle aussi de la façon d'enseigner qui est différente aux États-Unis par rapport à la France sur la valorisation des élèves, notamment. Est-ce que pour toi, ça a changé ton point de vue aussi sur la façon d'apprendre ? Ouais, complètement. C'est une très bonne question. Alors, je pense que les Américains ils sont beaucoup plus encourageants. Ils encouragent beaucoup plus les enfants. Et puis surtout, la personne, elle est beaucoup plus au centre à l'école. On parle de la personnalité, l'oralité. C'est quelque chose aussi qui est au centre de l'éducation. Donc, moi, mon premier garçon, il a vécu jusque 4 ans aux États-Unis. Et c'était incroyable de le voir grandir dans pas encore l'école, mais un daycare, une nurserie américaine. On leur apprend énormément à parler,
à se présenter, à se valoriser, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez différent de notre éducation à la française, on va dire, mais c'est quelque chose qui change aussi beaucoup en France. Mais en tout cas, oui, ça a changé mon regard sur l'éducation, sur cette envie quand même de valoriser constamment les acquis, les enfants, même valoriser des choses qui sont moins scolaires en France. On valorise peut-être une réussite un peu intellectuelle ou scolaire traditionnelle. Aux États-Unis, on va aussi valoriser un enfant qui est très fort en sport, très fort en art, très fort en écriture. Et ça, on explore plus toutes leurs compétences, en fait. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, en rentrant des États-Unis, de créer Corneille? Comment ça s'est fait? Alors, l'idée vient de Anna, donc du coup, mon associée. Alors, Anna n'est pas française, elle est roumaine, et ses filles parlent en français. Et quand elle les a accompagnées dans la lecture, en fait, elle s'est dit, moi, je ne sais pas comment on apprend à lire en français, parce qu'elle n'a pas appris à lire en français quand elle avait l'âge. Petite, voilà, quoi. elle a appris en tant qu'adulte. Et elle a cherché une solution numérique, et en fait, elle n'a pas trouvé quelque chose qui lui correspondait. Donc on était amis avant, et c'est naturellement en fait qu'on s'est retrouvés autour de ce projet. On avait toutes les deux la passion de l'éducation, de la lecture, des enfants. Donc c'était logiquement on s'est rejoints autour de Corneille. Ok. Et du coup tu peux nous dire un peu plus en avant ce que c'est que Corneille? Ouais. Donc c'est une application d'apprentissage de la lecture avec un parcours personnalisé. Donc il y a 2 parties dans l'application. Il y a vraiment des jeux de lecture, donc décodage, apprentissage des sons, des phonèmes. On suit bien sûr la méthode qui est enseignée à l'Éducation nationale, la méthode d'apprentissage phonologique par les syllabes. Donc les enfants apprennent des phonèmes qu'ils connectent ensuite entre eux, ils décodent et puis ils vont vers l'affluence. Donc ça, c'est la partie vraiment méthode de lecture. Donc on a des petits algorithmes d'intelligence artificielle qui calculent un parcours personnalisé pour l'enfant. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'il va progresser dans l'application sans s'en rendre compte. On est un complément à l'école, bien sûr, on ne remplace pas l'école, on vient offrir une solution en plus pour la maison. Et donc il va progresser sans faire d'échecs ni de réussite, on va dire, il va avancer. Par contre, l'application va lui reproposer les phonèmes sur lesquels il a échoué, en fait, sans qu'il le sache. Mais il n'y a jamais de sanction dans l'application, c'est un jeu, et on ne souhaite pas que l'enfant soit sanctionné, en fait. Et puis, on a une deuxième partie qu'on a lancée en avril dernier, et ça, c'est la bibliothèque numérique. Donc ça, on en est très fiers. On a un premier partenariat avec Bayard Milan. On a des titres des belles histoires que tu dois connaître, oui. Et puis des titres de création Corneille. L'idée étant de dire, l'enfant, une fois qu'il sait lire, il faut lui proposer du contenu pour qu'il continue à lire ou qu'il écoute des histoires. On peut les lire ou les écouter en fonction de son niveau, de son âge, de son envie. Parce que parfois, quand on apprend à lire, on est un peu fatigué de lire aussi. C'est vrai. Ouais. Voilà, donc on va essayer de grossir cette bibliothèque au fur et à mesure du temps avec des titres Corneille et puis des titres d'autres éditeurs. Voilà. Donc ça... D'accord. Et c'est pour ce volet-là qu'il y a eu une campagne de financement participatif, c'est ça? Exactement. Ouais, on a fait une campagne en avril aussi également pour récolter des fonds pour créer des livres à nous Corneille parce que ça coûte des sous d'avoir des auteurs, des auteurs, des illustrateurs, une graphiste, notre développeur qui met en ligne. Donc voilà, c'est du travail derrière. D'accord. Et du coup, tout ça, tout ce parcours, donc Corneille, c'est toi et Anna qui l'avez créé, qui l'avez imaginé. Comment ça s'est passé du coup? Ouais, donc on a été très aidés. On a été incubés à la Pleine Image que tu dois bien connaître. Donc on est arrivé à la Pleine Image à la fin 2018 avec un prototype qu'on avait imaginé, mais qui était trop pour les adultes. En fait, on avait déroulé la méthode et c'était pas très fun. Quand on l'a fait tester à des enfants, on s'est rendu compte que les enfants qui étaient pas très scolaires, ils décrochaient assez rapidement. Donc, et là, c'était génial d'être incubé à la Plaine parce qu'ils ont un écosystème autour du jeu vidéo qui est énorme. Nous, on n'y connaissait rien du tout. Donc, moi, comme tu as compris, j'étais éditrice et Anna, elle était ingénieure, en fait. Elle a travaillé dans des grands groupes plutôt du côté de la finance. Donc, on ne connaissait rien aux jeux vidéo. Et on y connaît toujours... on s'y connaît un peu mieux, mais pas encore au top. Et donc, on a rencontré beaucoup de game designers qui nous ont vraiment aidés à faire une expérience qui soit beaucoup plus ludique. Et on a rencontré aussi des UX designers et des designers qui nous ont aidés à recentrer l'expérience autour de l'enfant.
Donc D'accord. maintenant, c'est pour ça qu'on propose un petit avatar, que l'enfant ne voit pas le parcours qu'il est en train de faire, et juste il interagit avec son avatar qui le fait avancer dans l'application. En fait, on s'est rendu compte que l'enfant, lui, il a envie de jouer, il n'a pas forcément envie de voir qu'il est en train de faire tel ou tel phonème dans son parcours pédagogique. Oui, en fait, finalement, c'est plus le parent que ça peut intéresser. Exactement. Le parent, ça l'intéresse, mais pas l'enfant. Non. Donc le parent peut regarder la progression de l'enfant, D'accord. évidemment, hein. Mais l'enfant, pour lui, non. En fait, Lui, c'est le parcours qui il a juste envie de jouer, voilà. d'habiller. Alors, il gagne des petits habits pour habiller son avatar. Donc, voilà, il a envie d'écouter son histoire, de s'enregistrer, de jouer, mais pas... je pense que le phonème où il en est, il s'en fiche un peu. Pas. Ouais. Et donc, incubé à la pleine image, est-ce que vous avez été accompagné par soit d'autres incubateurs ou d'autres écosystèmes autour ? Alors, on est toujours à la pleine image, tu vois, on n'en est pas parti. Enfin, on est sorti de l'incubateur et maintenant on y est en tant qu'entreprise. Oui. Mais on a été soutenu financièrement par Pictanovo, donc c'est le CNC régional. Donc ça, c'était un très bel accompagnement. On a été soutenu également par Odéfi, on a eu un prêt d'honneur par Odéfi. Donc on a été soutenu par, on va dire, tous les acteurs locaux autour de la pleine image. D'accord. Et là, une chose un petit peu nouvelle, on est de nouveau dans un programme d'incubation, mais incubation-accélération avec La Poste, là pour développer donc la partie collectivité école. Pour l'instant, on avait un produit qui s'adressait vraiment aux parents, aux accompagnants des enfants, enfin aux parents, aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, enfin à toutes les personnes qui s'occupaient d'un enfant. Mais là, on a envie de proposer à la rentrée prochaine une solution pour les collectivités, donc que ce soit les écoles, ou bien les bibliothèques, ou bien des organismes de soutien scolaire ou des associations, par exemple. D'accord. Donc là, La Poste va nous aider à aller développer ce marché. On est rentré dans le secteur qui s'appelle le service public. Donc voilà, mais c'est tout frais, on vient de commencer. Super. C'est un beau projet en tout cas de vouloir grandir et d'accompagner, de proposer une solution aussi dans des lieux où parfois les enfants dans les bibliothèques, c'est pas toujours évident quand on est petit de trouver sa place en tout cas. Donc ça peut être chouette aussi. En fait, on s'est rendu compte avec les bibliothèques de Lille qu'on a rencontrées qu'il y avait un parc informatique et de tablettes qui est assez grand. Mais pareil, ils n'ont pas de solution vraiment qu'ils utilisent. Donc, ils sont très preneurs et très ouverts à de nouvelles solutions. Et ils ont des vraies demandes, notamment dans des quartiers où il y a des enfants qui ne parlent pas français ou des enfants qui sont en difficulté scolaire. Donc, la bibliothèque a aussi ce rôle d'accompagner les enfants dans la lecture. Donc, ça a du sens. Ça avait du sens d'être là aussi. Et du coup, toi, le fait de passer finalement de éditrice, après donc que tu es partie à l'étranger, de lancer ta start-up, comment tu vis en fait tous ces changements avec ton équilibre, j'imagine aussi familial, comment tu arrives à gérer tout ça? En même temps, c'est très, pour moi, c'est très cohérent, en fait, parce que pour moi, le dénominateur commun, c'est les livres et c'est la langue française, et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, sauf que c'est arrivé dans différents aspects. Ça a été d'abord l'édition papier pur. L'enseignement, pour moi, c'est complètement complémentaire de ça, parce que si tu sais pas lire, en fait, tu peux pas lire de livres. Et c'est aussi pour ça que j'avais commencé à donner des cours avec le Secours populaire à des populations de migrants, parce que je trouve que tu fais des livres, c'est chouette, mais en fait, il faut que tout le monde sache les lire. Donc pour moi, ça va complètement de pair. Et en fait, Corneille, c'était un peu ces deux aspects, on va dire, professionnels chez moi qui se rejoignent. Et en fait, maintenant, je retrouve complètement l'édition, parce que la création de livres dans la bibliothèque numérique ou le développement de partenariats avec des éditeurs déjà existants, c'est mon cœur de métier, en fait. C'est ce que je veux développer. On n'est juste plus sur du papier, on est sur une forme dématérialisée, mais en fait, on est sur le même cœur de métier. Trouver un texte, travailler un texte, trouver des images qui résonnent avec le texte. Donc, pour moi, c'est le même chemin. C'est le fil qui est déroulé. Ouais. Et puis, il y a eu les enfants entre-temps. Donc, les enfants s'intègrent aussi là-dedans. Tu retrouves... j'ai longtemps fait des livres pour les enfants et maintenant, je les lis avec mes enfants. Donc, tout ça, pour moi, c'est une logique, en fait. Enfin, c'est peut-être pas très logique, mais pour moi, c'est logique. C'est tout à fait logique. Et en fait, je trouve ça chouette aussi, parce que quelque part, donc, t'as été en maison d'édition, ensuite freelance. Donc, tu as eu finalement un passage progressif jusqu'à arriver à l'entrepreneuriat pur comme maintenant.
Et donc ça s'est fait par étapes et avec toujours cette passion qui est au centre de ce que tu fais. Donc c'est super chouette. Et du coup, je me demandais, il y a combien de parents qui ont téléchargé l'application Corneille? Elle est sur toutes les plateformes. Donc pour l'instant, elle est disponible sur Apple Store et Google Play. D'accord. Et donc là, avec le développement en collectivité, on va la développer aussi pour des ordinateurs, parce que c'est plus simple en classe souvent. C'est plutôt sur ordinateur que sur tablette. Enfin, ça dépend des établissements, on va dire. Pardon, j'ai perdu le fil. Et donc sur le nombre de personnes. Sur le nombre de personnes, donc on a eu 65 000, enfin non plus maintenant, je pense, 67 000 personnes qui ont téléchargé l'application depuis le lancement depuis 2020. Alors, je t'avoue que le confinement a beaucoup joué en notre faveur, parce que l'année dernière, tous les parents se sont retrouvés dans une situation de qu'est-ce qu'on fait, comment on accompagne les enfants, comment on les occupe aussi, comment on les occupe intelligemment. Donc, pour nous, le confinement a été assez positif, parce que les gens se sont tournés vers des solutions numériques. Donc voilà, 67 000 téléchargements, et aujourd'hui, on a entre 500 et 600 abonnés actifs au T. Donc voilà, et ça évolue pour l'instant. On a lancé vraiment la proposition complète en juin 2020 et la bibliothèque en avril 2021. Donc voilà, le nombre d'abonnés augmente, mais on n'a pas encore une année totale de recul sur nos chiffres. Tout à fait. Et donc comment ça fonctionne, l'abonnement à Corneille? Donc tu t'abonnes par l'un des stores en fait. Il y a toujours 7 jours gratuits pour tester l'application, et après on peut passer donc en abonnement par mois, par trimestre ou par année, en fonction de ce qu'on choisit. On est présent dans 5 pays pour l'instant, donc France, Belgique, Suisse, Luxembourg, États-Unis et Canada. Ça fait 7, je pense. Pas 6, tu vois. Je fais pas les chiffres, moi, dans Corneille. Les pays francophones. Alors, certains pays francophones, et on espère ouvrir là en 2022 à tout, au monde entier. Alors là, on s'adresse vraiment à un public vraiment francophone qui parle français. Mais on voudrait s'adresser après à un public de français langue étrangère. Mais pour ça, c'est pareil, il faut qu'on adapte un petit peu l'application pour avoir des consignes qui sont traduites. Voilà. Alors les enfants n'ont pas de consignes, ça perturbe beaucoup les parents, énormément. Ça perturbe pas du tout les enfants. Et des informations, qu'ils puissent les comprendre. C'est ça. Pour parler aux parents dans leur langue. Ils parleront pas forcément français, donc Donc ça viendra un tout petit peu plus tard. Encore un peu de pain sur la planche. Et juste avant de commencer, tu me parlais d'un écosystème qui est en train de bien se structurer au niveau des Hauts-de-France autour de l'EdTech, et c'est vrai que moi c'est une thématique qui m'intéresse. Je suis rentrée via Plume, qui est quand même une des applications qui commence à être très connue au niveau France, en échangeant avec Aude Guénaud, sa fondatrice, et donc je suis ravie en fait de découvrir qu'il y a aussi du coup dans les Hauts-de-France un écosystème où finalement vous pouvez vous rencontrer entre startups sur cette thématique particulière. Donc c'est un décrochement de EdTech France. Toutes les entreprises EdTech sont regroupées dans une association, et on a un décrochement local pour les Hauts-de-France, où tu trouveras beaucoup d'entreprises qui font des choses formidables, que ce soit en réalité virtuelle, sur l'orientation, sur l'éducation, primaire, secondaire, supérieure. C'est un groupe qui est très important. Je pense qu'on a tous des problématiques communes, et ça permet aussi d'aller négocier avec la région des choses, de se faire connaître. Il va y avoir un projet d'incubateur EdTech spécialisé à Euratech. Donc ça peut t'intéresser. Ça, c'est un des grands chantiers de EdTech Hauts-de-France. Et puis même peut-être une formation EdTech avec l'université de Lille. Donc c'est un secteur qui croît et qui gagne à être connu. Et dans les Hauts-de-France aussi, où en fait il y a beaucoup d'acteurs dynamiques. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que c'est aussi une thématique où en tant que parents, on a aussi besoin d'être accompagnés. On parlait avant de démarrer de l'usage des écrans par les enfants. Et c'est vrai qu'on a beaucoup décrié les écrans avant l'année dernière, de se rendre compte que peut-être c'était pas si mal que ça, les écrans. Du coup de pas trop forcément savoir en tant que parent comment on accompagne les enfants. Et c'est vrai que une application comme Corneille, c'est aussi une solution pour être sécurisé en tant que parent. Oui, je crois qu'en tant que parent, et moi la première, tu
tu peux laisser la tablette à ton enfant si tu sais qu'il est dans un univers que tu as validé, donc quelque chose dont tu es sûr, et on en a besoin. Enfin, je veux dire, cette année, moi, en tant que parent, j'ai énormément utilisé les écrans cette année, alors que je les utilisais très peu avec mes enfants. Mais ça a été une année particulière où les enfants étaient à la maison, où on s'est rendu compte qu'on n'est pas des professeurs et qu'en fait, on avait besoin d'outils pour relayer l'école. On s'est rendu compte de l'incroyable travail que font tous les profs, je pense. Et voilà, nous, ce qu'on prône chez Corneille, c'est dire... Les écrans sont là, les enfants vont vivre avec. De toute façon, nous, on vit avec en tant qu'adultes. L'important, c'est de leur donner du contenu intelligent. C'est de ne pas les mettre devant des choses qui ne sont pas adaptées à leur âge, devant des choses qui vont évoquer des émotions chez eux qui sont mauvaises. L'important, c'est qu'ils soient dans un contenu sécurisé et intelligent. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de proposer avec Corneille, en choisissant des textes qui sont adaptés à l'âge des enfants qui utilisent Corneille. On a vraiment à cœur dans les textes qu'on choisit d'aller sur des thématiques qui parlent aux enfants et des thématiques qui parlent de leurs émotions, qui parlent de l'environnement, qui parlent de leurs problèmes quotidiens, mais qui sont bien adaptés à leur âge. Pas des choses qui soient trop complexes ou qui suscitent trop de réactions émotionnelles par rapport à leur âge. Oui, tout à fait. Je crois qu'ils peuvent même s'enregistrer, entendre leur voix, c'est ça ? Ils peuvent s'enregistrer. Donc, on a un petit module, en fait, où les enfants enregistrent leur première lecture. Donc ça, on s'est rendu compte que c'était un des modules préférés des enfants. Donc, évidemment, on teste avec des enfants. Alors, passer la surprise de s'entendre, où ils font une petite blague, genre la première fois. En fait, c'est assez intéressant parce qu'on a remarqué qu'ils s'auto-corrigeaient. Donc, il n'y a pas de correction dans ce module. C'est juste un module où ils s'enregistrent. Mais ils s'auto-corrigent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont oublié un mot ou mal prononcé. Donc ça a une vraie importance pédagogique. Et puis ils peuvent le partager avec leurs parents, parce qu'on a aussi à cœur de dire que l'application, c'est un endroit où le parent et l'enfant peuvent se retrouver. Même si l'enfant peut être autonome dans les exercices, à un moment, il va aller vers son parent, partager la lecture avec lui. Ça, c'est une valeur super importante pour nous, en fait, surtout au CP. Donc toi, peut-être tes enfants sont encore un peu jeunes, petits, moi, encore, mais je pense qu'il y a une angoisse de l'enfant en CP de perdre ce moment de lecture partagée avec son parent, parce qu'il va arriver vers une lecture autonome. Et les deux doivent cohabiter. Enfin, moi, je suis convaincue que les deux doivent cohabiter. Oui. Ma mère m'a lu des histoires très tard. Moi aussi. J'aimais beaucoup. C'est un moment avec les frères et sœurs. Mais c'est ça, c'est un moment hyper important de partage. Et c'est vrai qu'il y a certains enfants qui sont angoissés, en fait, de perdre ça, parce qu'ils vont être autonomes en lecture. Donc voilà, on a à cœur que l'enfant et le parent se retrouvent de nouveau autour de la lecture, et puis partager tes premières lectures avec tes parents, avec ta famille, c'est quelque chose de très fort. C'est émouvant quand même, quand les enfants commencent à lire. Oui, non, c'est sûr, c'est super chouette. C'est comme les décryptages des premiers mots, et après les phrases. Non, c'est des beaux moments, en fait. C'est des beaux moments. Et c'est vrai qu'au niveau pédagogique, moi, je me suis rendu compte avec mon fils, quand il a commencé à vraiment décoder, en fait, il me faisait répéter la phrase qu'il avait décodée parce qu'il comprenait pas ce qu'il disait. Donc, en fait, dans ce module, ça leur montre, en fait, ils sont en train de lire quelque chose qui fait sens. Ils sont en train de lire une histoire, ça a du sens, ça, voilà. Tu sais lire, tu peux lire quelque chose et comprendre. Donc, ça aide beaucoup pour ça. Ouais. Oui, tout à fait. Et sur au niveau de Corneille, déjà, pourquoi le nom Corneille ? Bon, j'ai ma petite idée, mais... Alors, Corneille, c'était l'idée d'Anna, que j'ai validée. Alors, il y a plein de choses dans la corneille. Déjà, c'est un oiseau qui est très intelligent, donc c'est pour ça qu'on l'avait choisi. C'est une corneille, parce qu'on est deux femmes, et c'est aussi quelque chose qui est assez important pour nous, et qu'on revendique. Et puis après, il y a évidemment une référence à l'auteur, et puis il y a une référence à La Fontaine, au corbeau, qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de fables. D'accord. Après, tout se passe dans l'univers de la forêt, donc on voulait pas qu'il y ait des enfants, on voulait pas que l'application soit genrée non plus, donc c'est pour ça qu'on est dans un univers d'animaux, dans la forêt, avec des petits animaux. C'est important aussi sur tout ce qui est genré ou non genré. Moi, je vois, j'ai un petit garçon, une petite fille, et je suis très souvent agacée, dans un sens ou dans l'autre, en fait, que ce soit quand je cherche des jeux ou des livres pour ma petite fille, ou mon petit garçon. Je te donne un exemple, le midi à l'école, il leur faisait faire des colliers de perles, et donc lui adorait ça, faire des suites, faire un peu genre du collage avec des perles, donc il me demande d'aller lui chercher un coffret de perles.
évidemment, il n'y avait que des trucs avec du rose. Et du coup, bon, ça m'a un petit peu énervée. Et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir des applications où il n'y a pas de genre, il n'y a pas de rôle préassigné aux enfants, quoi. C'est très, très important pour nous, pour des raisons personnelles. Et enfin, voilà. C'est un sujet important pour nous. Et d'ailleurs, même dans les titres qu'on choisit, en fait, on essaye de ne pas avoir de titre de princesse, de titre qui marquent un genre. Ou en tout cas, si on sélectionne des titres de princesse, il faut toujours qu'il y ait un petit garçon. Voilà, on essaye de rester le plus non genré possible. Alors c'est difficile parce qu'on a des biais forcément de notre éducation. Enfin voilà, c'est difficile. D'ailleurs, parfois nous-mêmes on se rappelle à l'ordre en se disant attention, on est en train d'entrer dans un cliché, mais on essaye de pas véhiculer de clichés même dans les livres qu'on choisit. Et puis on a vraiment envie d'étendre à des sujets. Des sujets qui sont importants pour les enfants, de développer des choses autour de l'environnement, de la planète. Enfin, c'est des sujets qui sont importants pour les enfants. Oui, et puis eux, ils ont vraiment un intérêt très tôt, en fait, pour ces sujets-là. Oui, et puis la planète qu'on leur laisse, c'est sûr qu'il vaut mieux. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Oui. Et après, en termes, donc tu disais, il y a un peu plus de 500 abonnés payants, du coup, à Corneille. C'est quoi votre objectif au nombre d'abonnés pour avoir un équilibre? Enfin, vers où vous devez tendre, en fait? Alors, on espère en 2023 avoir 15 000 abonnés. D'accord. Donc là, on est en levée de fonds. Donc voilà, on espère accélérer grâce à cette levée de fonds, notamment en ayant quelqu'un qui nous aide sur le marketing. C'est un profil qu'on n'a pas du tout en interne. Donc voilà, de développer le marketing et puis le développement de partenariats. Donc voilà, on essaye d'aller... c'est notre objectif en 2023. Ouais. D'accord. Ouais, c'est un bel objectif. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Enfin, qu'il y a beaucoup de choses à défricher, en tout cas dans cette thématique-là. Et que la situation avec le Covid nous a fait aussi réfléchir. Je pense qu'il y a un vrai tournant sur tout ce qui est EdTech, outils numériques, que ce soit un tournant dans le positionnement des parents, dans les besoins. Je pense que voilà, on se rend compte qu'il y a des ressources et qu'il faut les utiliser. Donc c'est sûr, il y a un tournant sur l'écran en général, je pense. Oui. Et du coup, tu parlais de levée de fonds. Donc comment ça se passe? Vous êtes on est en cours. On est en cours. Donc voilà, on est en cours. Ouais, du coup, c'est quoi? J'imagine en termes de préparation, c'est plutôt ça qui m'intéresse, sur comment vous vous êtes du coup préparé. Tu veux dire personnellement? Anna. Ouais. Et puis c'est quand même toujours un moment un peu particulier où on doit expliquer ce qu'on fait et le faire de telle sorte que des fonds ou des business angels aient envie d'investir dans Corneille. Donc comment vous êtes préparé pour ça? C'est une longue préparation. C'est... Enfin, Anna c'est beaucoup plus la partie d'Anna qui est dans la finance, qui est beaucoup plus familière que moi avec le monde de l'investissement, on va dire. C'est compliqué de défendre... c'est compliqué de défendre ton projet quand tu es dedans à 100%. Au niveau, tu parlais tout à l'heure de toutes les casquettes. C'est quelque chose, quoi, de prendre ta casquette d'entrepreneur femme, en plus. En plus, c'est pas toujours évident. C'est difficile de développer ton produit en étant à fond dans ton produit et de penser à dans 3 ans comment tu seras développé et pourquoi tu as besoin d'argent pour arriver là. Ce qu'on ressent là de la levée en cours, c'est qu'il y a un intérêt pour notre produit, il y a un intérêt pour la cause, voilà. Et il faut qu'on défende nos chiffres. Oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, vous avez été accompagné, je pense notamment à Sista, enfin c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses pour l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Dans le numérique, en tout cas, et du coup, vous avez été chercher un peu. Ouais, on n'a pas. Alors, on a eu contact avec des business angels femmes qui naturellement se tournent vers des entreprises portées par des femmes. Mais c'est pas quelque chose qu'on a poussé énormément pour le moment. Donc voilà, à voir. C'est en cours. C'est en cours. Non, mais ça pourrait être un sujet total, on va dire, la place de la femme dans la recherche de levée de fonds. Oui.
c'est compliqué d'aller vendre ton projet, d'aller te vendre. Voilà. Et puis c'est pas forcément quelque chose qu'on a appris dans son parcours aussi. Oui, c'est Donc, sûr. Nous, on a beaucoup développé notre produit. On s'est beaucoup concentré sur notre produit. On n'avait pas forcément envie de parler beaucoup de nous. Et puis en fait, c'est un tout. Donc, mais tu sais pas forcément bien le faire, de parler de toi ou te mettre en avant. Oui, puis c'est pas quelque chose qu'on nous apprend beaucoup. On a un parcours moi, j'ai fait classe prépa littéraire aussi, j'ai une licence d'histoire après une école de commerce, mais dans la scolarité, on nous apprend pas en fait à défendre, oralement en tout cas, à prendre une position, à défendre, à argumenter. En fait, on apprend à le faire à l'écrit. Moi j'ai mes souvenirs de classe prépa. On apprend bien à le faire à l'écrit. C'est bon, ça marche, on a tout le plan qui va bien et tout, les références, etc. Mais du coup, le faire à l'oral, c'est autre chose. C'est un autre exercice. C'est un exercice complexe. Et qu'il faut apprendre à le faire. En fait, finalement, c'est comme d'autres choses, tout s'apprend, mais. Je crois, c'est sûr que Anna et moi, on a appris depuis 2 ans à parler, quoi, en fait, à avoir avoir une prise de parole publique, à présenter notre projet. Ça, c'est très intéressant. Comme au fur et à mesure, on t'apprend à pitcher, en fait. En incubateur, la première fois que tu pitches, c'est la cata. Non, mais comme ton discours se précise au fur et à mesure du temps, et comme en fait ça devient de plus en plus clair avec ton projet qui lui aussi se précise, ça c'est assez intéressant. Et l'exercice des levées de fonds, c'est aller au bout de ça, quoi. C'est vraiment aller jusqu'au bout de ton projet, aller au bout de la présentation de ton projet. Donc c'est assez éprouvant, mais en même temps c'est un exercice qui est intéressant parce qu'il t'emmène au bout du truc et tu vois tes limites, les limites. Donc mais c'est un exercice complexe, toujours en cours. Voilà. Donc avec ça, l'objectif c'est d'accélérer. C'est vraiment de donner un grand coup d'accélérateur en accompagnant tout le volet, on va dire, de faire connaître à la fois Corneille. Et puis d'aller chercher des partenariats pour grandir. En fait. On va dire les 2 axes, c'est avoir quelqu'un qui nous accompagne en marketing et faire de la publicité, se faire connaître en fait, gagner en notoriété. Et puis d'autres volets, c'est aller vraiment sur les institutions et puis développer d'autres partenariats. Mais ça, il faut qu'on se fasse épauler. Oui. On peut pas tout faire. Et du coup, en répartition des rôles entre toi et Anna, comment ça fonctionne ? On est très, très complémentaires. On nous appelle souvent les chiffres et les lettres, tu vois. Anna est vraiment sur la partie finance, administration, mais aussi développement technique. C'est elle qui chapeaute l'équipe technique. Évidemment, on a une équipe technique... on ne pourrait pas tout faire toute seule. Donc, elle est sur cette partie-là. On collabore sur la partie marketing. Pour l'instant, c'est nous qui le gérons parce que c'est là où les chiffres et les lettres se rejoignent le plus, bien sûr. Bon, en fait, on fait tout ensemble en vérité, mais il y a quand même une répartition des tâches. Et moi, je suis vraiment sur le développement du contenu, le développement du produit et la communication extérieure. D'accord. Mais tout se fait, on se parle... constamment, en fait. On est comme un vieux couple. On s'appelle tout le temps, on se parle tout le temps. On ne fait rien l'une sans l'autre, en fait. Donc, notre collaboration, elle est vraiment intéressante, même au point de vue personnel, parce qu'on est très différentes. On a une manière de concevoir... on a des expériences professionnelles très différentes. Et on a une manière de concevoir l'entreprise différente, mais qui se complètent complètement et on arrive à créer quelque chose de nos différences. Donc ça c'est vraiment très très fort dans la collaboration. Avec le fait d'avoir 2 domaines de compétences complètement différents, il y a des limitations très claires aussi sur ce qu'on est capable l'une et l'autre de faire, et on connaît très bien nos limites. Donc c'est chouette. Mais ça c'est important. Oui, c'est aussi parce que on se connaissait et on apprend à se connaître en collaborant, bien sûr. Donc une fois que ces limites sont là, la collaboration est assez évidente, je trouve. Et après, c'est vrai que entreprendre à 2, c'est aussi souvent mieux que tout seul. Ah, ça c'est sûr. Moi, ça aurait été impossible sans Anna, de toute façon. Et
aussi pour partager la vie d'entrepreneur, c'est complexe. Enfin, il y a des super chouettes moments, mais il y a des moments très compliqués, des décisions compliquées, des moments difficiles, des échecs, des choses qu'on a voulu mettre en place qui fonctionnent pas, des choses qui fonctionnent pas du tout comme on veut. Enfin, et c'est très important d'être à deux, en fait. C'est ne pas pouvoir partager ça, pour moi, ça aurait été inimaginable. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, j'aurais même pas imaginé faire ça toute seule, en fait. Non, mais c'est vrai. De toute façon, on est plus fort dans la manière de penser. Alors, on parle de nous deux, mais en fait, on est quand même une équipe grande. On a une quinzaine de personnes qui travaillent avec nous, donc beaucoup en freelance pour l'instant. Mais en fait, on travaille quand même tous ensemble. On interroge tout le monde, en général, sur les questions importantes. Le produit, il a été élaboré comme ça. D'accord. Beaucoup avec des séances où on a travaillé tous ensemble, où chacun apportait sa pierre à l'édifice. Et voilà, c'est comme ça que ça avance. Souvent, c'est intéressant parce que quelqu'un qui fait le community management va avoir une idée sur le produit qu'on n'avait pas du tout eu, parce qu'elle a eu un retour client, parce que... voilà. Les idées arrivent parfois pas des personnes attendues, en fait. Donc, on peut être surpris. La force du collectif est hyper intéressante dans l'élaboration du produit et les améliorations qu'on peut en donner. Et puis les apports de nos clients aussi. Ça, c'est énorme. Oui, les retours, j'imagine, des familles, des enfants. Ouais. Les enfants, les voir utiliser, en fait. Dès que tu les regardes, c'est fou, parce qu'en fait, en 5 secondes, ils ont tout à fait compris ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et là où tu pouvais on a des jeux, on se disait, oh, ça ne va pas bien marcher. En fait, on se rend compte tout de suite que ça ne marche pas, parce que... Voilà, donc on les a supprimés. Parce que les enfants, tout de suite, en fait, ils comprennent... Enfin, ils voient que c'est pas logique. Ils voient que c'est pas logique. Ils pointent tout de suite. Ils n'ont pas ce filtre de vouloir faire plaisir ou pas plaisir. En fait, c'est brut de décoffrage. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Mais les clients, les parents aussi nous parlent beaucoup. Et on fait... là, on a commencé à mettre en place des focus group où on interroge les parents sur Corneille, sur certains aspects. Et c'est hyper intéressant. C'est très, très riche. Oui, c'est comme ça qu'après, vous pouvez progresser, faire les changements... Voilà, et à chaque fois, finalement, améliorer ce qui peut être amélioré pour que l'expérience soit au top pour les et enfants. Puis, sortir de ton propre prisme, parce qu'en plus, quand toi, tu as des enfants, tu as tendance à voir le monde par ta petite lorgnette. Tu as l'impression que tu es un parent type et que ton enfant est un enfant type, alors que peut-être pas du tout. Et puis un autre enfant qui se comporte différemment, un autre parent qui a d'autres habitudes. Et ça, c'est important de s'en rappeler toujours, parce que je pense qu'on a ce biais de toujours penser que nos utilisateurs, c'est nous, en fait. Alors que non. Non. Mais il faut se le rappeler, sur des petites piqûres de rappel. Super. Écoute, merci beaucoup, Marianne. Je vois que le chrono file et... Donc, je vais te poser les quelques questions de fin de podcast qui vont un peu changer par rapport aux 2 dernières saisons. Ce podcast s'appelle La Boussole, et pour moi, la boussole, ça indique le nord, et donc pour moi, l'étoile polaire, c'est une notion dont on parle énormément en ce moment. Et donc pour toi, pour Corneille, l'étoile polaire, ce serait quoi ? C'est la lecture. C'est les livres. Pour moi, c'est... Tu vois, on boucle la boucle par rapport au début, mais c'est vraiment les livres. Tout ce que... C'est incroyable, en fait, tout ce que peut t'apporter un livre. Enfin, moi, tu t'as dit que tu étais une grande lectrice. Je suis convaincue. Non, mais voilà, tout ce que tu peux... C'est fabuleux, les voyages, l'imagination. Ouais, ça t'accompagne toute ta vie, en fait. Ça ouvre ton imaginaire, mais pas que, quoi. On apprend des choses. Ouais. Et puis, on a la chance d'avoir des auteurs et des illustrateurs, je veux dire, en France et partout dans le monde qui sont exceptionnels. Donc, voilà, c'est infini, quoi. Donc, mon étoile polaire, c'est les livres, c'est sûr. Et justement, en parlant de livres, est-ce que tu aurais un ou 2 livres à nous conseiller ? Peut-être, du coup, un livre jeunesse à côté. Oui, bien sûr. Et un livre pour adultes. Un livre pour adultes. Alors, en livre jeunesse, c'est parce que on lit tout le temps ce livre avec mes enfants, c'est Max et les Maxi-Monstres en français, de Maurice Sendak. J'adore ce livre parce que c'est un chef-d'œuvre, quoi, en fait. Et puis, tu peux le lire, le relire. Il a ces monstres et ce petit garçon qui va se coucher. C'est tout, quoi. Il y a tout qui est dedans, pour moi. Tu le lis à 6 ans, à 12 ans, à 35 ans et à 60 ans, tu vas le voir différemment.
tu vas y mettre plein de choses différentes. Donc, voilà, pour moi, ce livre il est très important. Très important pour mes enfants aussi. Et puis, on le lit en français, en anglais et on compare. Ça, j'aime bien. Donc, Max et les Maxi Monstres. Qu'est-ce que je pourrais te recommander encore comme livre d'enfance fondateur ? En ce moment, on est dans Le Prince de mots tordus avec donc moi, mon fils qui est en CP, enfin qui finit son CP là. Et ça, c'est l'extase. Parce que je pense que c'était très très drôle en lecture parce que lire les jeux de mots du Prince de mots tordus, c'est hyper compliqué en fait. Je me suis rendu compte, même moi en les lisant, que tu as du mal à les faire. Ouais. Et moi j'adore le décalage quand il se met à comprendre le jeu de mots en fait et qui se marre 5 secondes après. Et moi aussi, des fois, parce que je suis un peu lente d'esprit. Ça, c'est génial. Donc voilà, je dirais Max et les Maxi Monstres et le Prince de mots tordus. Ok, ça va retiens. Et pour les adultes, j'ai plus beaucoup le temps de lire. Mais non, il y a beaucoup de choses pour les adultes, énormément de choses. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Kundera. Alors, je te recommanderais un Kundera. Oui, c'est Kundera. Ouais. Et mon préféré, c'est L'Ignorance. Et voilà, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Oui, c'est vrai que sur Milan Kundera. Ouais. Merci beaucoup, Marianne. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast ? Quelqu'un de l'EdTech, il te faut. Bah oui. Non. Quelqu'un de l'EdTech des Hauts-de-France, quoi. Qui est-ce que je pourrais te recommander des EdTech des Hauts-de-France ? Il faut que tu interroges Chris. C'est le président de Chris de Trésorium. D'accord. C'est le président de EdTech France et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Écoute, je retiens, Marianne. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé à la fois ton parcours, de parler de Corneille, de tout ce qu'il y a derrière. Donc j'encourage tous les auditeurs à aller sur leur smartphone et télécharger l'application et regarder ce que c'est pour découvrir avec leurs enfants tous les bienfaits de Corneille. Merci. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.